Et bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle interview et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Xavier. Alors Xavier, il est thérapeute holistique, magnétiseur et expert en psychologie des émotions. Salut à toi Xavier. Salut à toi, Dylan. Merci à Alors toi. merci à toi aussi d'avoir accepté cette interview. Du coup, je t'ai introduit brièvement et je vais te laisser un petit peu te présenter, m'expliquer un petit peu ton parcours et en définitive comment tu en es arrivé à être la personne que tu es devenue aujourd'hui. Alors, la personne que je suis devenu aujourd'hui, c'est vraiment c'est un long parcours que j'aurais expliqué, qui démarre, je dirais, d'abord dans l'enfance, où j'étais un enfant qui était vraiment dans le cœur, qui aimait la vie, qui aimait les gens, et, qui voyait déjà le mal qui se passait dans le monde, qui se passait dans les familles, à toute petite échelle. Hein. Déjà, dans le foyer, je voyais des choses qui n'allaient pas. Et déjà, à ce niveau-là, c'était douloureux pour moi de voir peut-être mes parents qui n'arrivaient pas à résoudre leurs propres problèmes entre eux, et puis des conflits à tous les niveaux. Et puis, en grandissant, j'ai pu voir un petit peu l'état de notre monde, et puis tout ça, ça me faisait bien évidemment très mal au cœur. Et puis en parallèle, j'étais un enfant un petit peu particulier déjà, même si je ne le montrais pas, où je faisais des pratiques un petit peu magiques, comme je me rappelle quand j'étais pendant les récréations, admettons, où je faisais des expériences avec sur les camarades. Je vais te donner un exemple où je disais à tout le monde de se mettre autour d'un enfant, de mettre ses mains au-dessus de sa tête, tu vois. Et puis, moi, je parlais, je disais des formules magiques, je dirais, dans l'oreille de l'enfant qui était assis, vraiment, je faisais ça. Et puis, je dis, c'est bon, le poids est annihilé. C'est-à-dire qu'en fait, après, je disais à deux personnes de se mettre sur les côtés et de soulever l'enfant comme ça à deux doigts. Et en fait, l'enfant était devenu léger comme une plume. On pouvait le soulever Hmm. jusqu'en haut des bras comme ça. Et ça durait à peut-être 2 secondes, mais on avait le temps de le soulever comme ça. Et c'était vraiment, il y avait un truc que je créais d'absolument magique voilà, et je m'amusais à faire des choses comme ça, mais tout ça, j'ai vraiment oublié, tout ça, je me rappelle de ces souvenirs-là. Aussi, je me rappelle de faire des choses comme par exemple, très souvent, quand il y avait quelque chose qui m'avait pas plu dans la journée, je l'écrivais sur un papier et puis je le brûlais. Enfin, j'étais très souvent dans mes pensées comme ça, à essayer de comprendre les choses. Et puis, quand un jour on me demandait, quand je me rappelle, j'avais 10-12 ans, je pense que c'est plutôt dans les 12 ans, on me demandait qu'est-ce que je voulais faire comme métier. Et puis, je disais tout ce qu'on voyait, tout ce que j'avais appris, tout ce qui existe à cet âge-là, hein, les perceptions qu'on a à cet âge-là. Euh, je n'avais pas trouvé quelque chose qui me parlait. Et il y a juste eu, voilà, quand on me posait cette question-là, je répondais quelque chose comme, moi, je souhaite créer quelque chose de grand, un nouveau système, un nouveau mécanisme, une nouvelle compréhension pour aider les gens à devenir heureux. Et je disais que Hmm. enfin, j'étais un petit peu, pas inconscient, mais euh, c'était vraiment utopique ce que je voulais faire parce que j'étais à cet âge-là, je voyais le monde comme si j'allais sauver le monde, comme si j'allais aider tout le monde. Et puis, je disais, je vais aider le monde entier en créant un nouveau système, un grand système pour aider les gens à devenir. Donc, vraiment, j'étais vraiment dans cette dynamique toute mon enfance. Je pense qu'il y avait un peu mes parents derrière que je voulais aider, toutes ces choses-là, parce que je voyais, pour moi, tout ça, c'était incohérent. Et pour t'expliquer un peu mon parcours, j'ai grandi dans cette incohérence. C'est-à-dire à l'école. L'école, ça a toujours été une place pour moi qui était incompréhensible. C'est-à-dire que c'était pour moi illogique tout ce qu'on faisait à l'école. C'était OK, on nous apprenait des choses, mais ça manquait de cœur, ça manquait d'intérêt pour l'enfant. C'était vraiment, Hmm. euh, c'était l'inverse de ce qui devrait être fait. C'est-à-dire qu'on a un truc de créer de global et on essaye euh, d'adapter tous les enfants à ce système. Alors qu'en réalité, c'est le système qu'on devrait, les principes d'études, toutes ces choses-là qu'on devrait adapter à chaque enfant. Tu vois. Et moi, je sentais que tout ça, ça ne me correspondait pas. Donc, il y avait une forme de paresse qui était
vraiment, tout ça, ça me plaisait pas. Il y avait que des moments très précis qui me plaisaient. Peut-être c'était parce qu'il y avait un professeur, une maîtresse, un mec, je sais pas, qui était plus attentif, qui était plus dans le cœur. Et tout de suite, Hmm. ah, je me ressentais plus et j'étais plus présent. Mais dès que il y avait moins d'attention pour l'enfant, euh, je me détachais. Et du coup, j'ai passé la grande majorité de ma scolarité complètement détaché, au fond de la classe, à être comme dans une salle d'attente, tu vois, vraiment dans une salle d'attente. Et l'école, pour moi, a été vraiment un moment un petit peu long, fastidieux, pénible, où je ne me retrouvais pas du tout. Mais j'étais dans cette... En fait, voilà, il y avait vraiment ce système qui commençait un petit peu à me faire oublier qui j'étais. Tu vois, qui me formatait du coup. Même si je restais écarté, je rentrais dedans, mais dans un sens plus négatif encore, plus négatif. Et finalement, euh, il y a eu le fait aussi que ben, j'avais la pression de ma mère qui, qui me, qui me poussait à essayer de devenir bon à l'école, d'avoir de meilleures notes, de me motiver en me comparant aux autres. Malheureusement, c'est pas un Hmm. élément qui motive en réalité, mais c'était sa manière de motiver. Et puis, j'étais vraiment sous cette idée que, ah oui, il faut absolument que j'ai un diplôme euh, pour pouvoir exercer un métier et que je puisse gagner ma vie honnêtement, que je puisse gagner de l'argent. Je pensais que c'était que ça qui était important, avoir un diplôme. Mais en réalité, à cause de tout cet ensemble-là, j'avais oublié surtout de rester qui je suis, qui j'étais par essence. Tu vois, je me suis vraiment écarté de moi-même, de mon essence, de ma vocation, de tout ça, de ma force personnelle. Et, et ben finalement, oui, j'ai fait, admettons, j'ai fait mon bac scientifique où je faisais beaucoup d'électronique, beaucoup de physique, toutes ces choses-là. Et puis ensuite, j'ai fait un BTS en système électronique. Ensuite, j'ai fait une fac de langue russe chinois. Ensuite, j'ai repris en faisant une licence de management qui a qui s'est poursuivie sur un double master Sciences Po et un marketing international. Mais là, cette fin d'études, c'était vraiment, je me cherchais. Je me cherchais. Et au final, rien ne correspondait à qui j'étais vraiment. Et tout cet ensemble, c'était euh, tout cet ensemble qui faisait que, dans un sens, oui, ça m'a été utile, tout ça, parce qu'admettons, en électronique, j'ai pu comprendre ce que c'était que les ondes, Hmm. le système des ondes, avec Ouais. vraiment les formations BTS en France, c'est des formations qui sont riches quand même, qui structurent énormément, qui donnent vraiment ces capacités à prendre les choses de manière scientifique, à les étudier en profondeur et vraiment à structurer. Et ça m'a beaucoup aidé pour évoluer dans le monde spirituel. Vraiment, c'est pour ne pas me perdre et vraiment comprendre les choses. Et comme je disais, dans toutes ces études scientifiques, s'il y avait vraiment je dirais un panel d'études qui m'intéressaient, c'était les ondes, le système des ondes. Et je me suis vraiment intéressé à ça. Il y avait des choses pour lesquelles je m'intéressais d'un seul coup beaucoup moins. Mais alors ça, j'étais vraiment à fond. J'ai pu comprendre plein de choses. Mais à l'issue de ça, ben, voilà, je me suis retrouvé dans des bureaux, en marketing, toutes ces choses-là, et ça ne me faisait pas rêver. Ça me faisait pas rêver. Mais au milieu de tout ça, tu vois, avant la fin de mes études, il s'est passé des événements. Euh, je disais, j'ai grandi et puis je me suis écarté de qui j'étais. J'ai oublié cette petite époque de mon enfance où, voilà, je veux aider le monde, je veux devenir ceci, cela, je souhaiterais ça dans ce monde. Et finalement, je suis devenu un peu une personne lambda, mais avec une force, tu vois, une force de caractère, une force un petit peu, tu vois, une force qui s'est désorientée dans quelque chose de un petit peu négatif, c'est-à-dire j'avais un ego puissant, hein, un ego puissant, parce que l'ego, il nous permet de nous imposer Hmm. dans le monde, dans ce monde, hein, un ego, ça nous permet de nous imposer positivement pour pouvoir être une pièce, pour pouvoir être utile dans ce monde. Sauf que là, mon ego, il a été blessé plusieurs fois durant mon enfance, dans mon adolescence, dans ma vie. Et du coup, il était
j'évoluais par le biais de cet ego plutôt négativement. Et donc, je m'opposais avec un ego euh, déséquilibré dans la vie. Et du coup, je faisais des mauvais choix, aussi bien d'orientation dans la vie, mais aussi d'expérience qui un jour m'ont amené à vouloir essayer de connaître une expérience avec des champignons hallucinogènes, en essayant des champignons hallucinogènes. Et ça, j'ai fait une expérience de mort imminente à l'issue de ces champignons. J'avais jamais essayé ça avant, j'avais jamais essayé les drogues, toutes ces choses-là, mais pour une fois, je vais essayer ça. Et voilà, j'ai eu une expérience de mort imminente très profonde qui, en revenant de cette expérience-là, a fait que j'ai ouvert les yeux, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi Grosse ce truc? claque. Voilà, Hmm. grosse claque. Et j'en suis revenu et vraiment, je me suis dit, non, c'était pas, c'est quoi ce monde? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas de l'autre côté? J'aimerais comprendre. Et à partir de ce jour-là, en parallèle de ma vie, toutes ces choses-là, j'ai pas montré, j'ai expliqué à personne, j'en ai parlé à personne. Je suis resté de longs mois vraiment euh, dans une réflexion, dans un truc où d'un seul coup j'ai vraiment changé. Et puis, j'ai cherché à comprendre ce que c'était. Et puis, il y a un premier bouquin qui est tombé entre mes mains, où j'étais, oh, mais c'est exactement ce que j'ai vécu. J'ai lu, il y avait le livre, c'était un truc d'ésotérisme, je sais pas trop quoi, je comprenais pas Tu te ce qui rappelles était pas écrit. du titre? Non, c'était un vieux bouquin, une vieille couverture. C'était vraiment, ça faisait vraiment très ésotérique avec des symboles sur la page, tu sais, sur la couverture, tout ça. Ouais. Mais vraiment, avec des reliefs et tout, je ne pourrais pas te dire ce que c'est. Et puis, il y avait tout ce qui était dans ce bouquin, c'était du charabia pour moi. Bon. Je le lisais, hein, je comprenais, bon. Et puis, il y avait vraiment un tout petit paragraphe de 4 lignes qui expliquait mot à mot ce que j'ai vécu. J'ai fait, oh, c'est ça que j'ai vécu, c'est ça. Et du coup, j'ai fait, waouh. Je me suis dit, bon, maintenant j'ai des mots, je sais ce que c'est, je vais aller chercher ce que c'est, machin, je vais approfondir. Et puis, euh, il y a un autre bouquin qui est arrivé par la suite, puis ensuite un autre. Puis ensuite un autre, et c'est là que j'ai commencé mes études en parallèle dans le management, et puis dans une école de commerce, tout ça. Et en fait, pendant ces études-là, euh, ok, je passais 10% de mon temps à faire mes études et à créer des dossiers pour l'école, toutes ces choses-là, et 90% de mon temps, je lisais des livres. Et en fait, je lisais, allez, entre 1 et 2 livres par semaine. Je faisais que ça. Et donc, pendant 2 années, j'ai dû lire quelque chose comme 300, 400 livres. Vraiment, j'ai lu une bibliothèque énorme en Hmm. l'espace de 2 ans. J'avais le temps pour ça. Les études n'étaient pas si difficiles hein, en réalité. En plus que je ne la voulais pas trop. C'était pas, je sais pas, je cherchais pas forcément à avoir les meilleures notes. Mais voilà, il y avait des dossiers pour lesquels je m'intéressais beaucoup et d'autres moins. Par contre, ça j'y consacrais du temps et de l'énergie dans cette recherche personnelle. Et donc, j'ai évolué. J'ai évolué, j'ai commencé à méditer. Et la méditation est devenue, au début, elle était théorique. Et puis, bizarrement, je ne me lançais pas. Hein, on va vouloir lire 3, 4, 5 livres sur la méditation, alors qu'en réalité, il faut juste s'y mettre. Tu vois. J'ai fait pareil. Hein, voilà, on se dit non, mais là, je n'ai pas toutes les techniques, je pense qu'il manque ça. En réalité, non, stop. Ça ne sert à rien de lire quoi que ce soit, juste assis-toi, mais mets-toi dans la position que tu veux. Tu n'es pas obligé d'être en tailleur, d'avoir les doigts bien comme ça, je sais pas quoi, machin, ou de te dire. Non, juste assis-toi et respire, c'est tout. C'est ça la méditation. Et puis, il y a eu un élément déclencheur. J'avais un professeur à l'école qui était un professeur En fait, c'était un professeur, il était incroyable, c'était un intervenant qui a grandi. Ses parents ils sont français, mais il a grandi dans un temple bouddhiste au Laos toute son enfance. Donc il a grandi en Asie, il est né au Laos, il a grandi toute sa vie en Asie, et il parlait toutes les langues de la région, chinois, laotien, vietnamien, toutes ces choses-là. Et il était moine bouddhiste, même s'il ne le montrait pas, et il faisait plein de spécialités dans mon école, en lien avec l'Asie. Et un jour, on a discuté, j'ai bien sympathisé avec lui, et puis un jour, on a parlé méditation, et puis aussi, il avait fait une conférence sur la méditation. Voilà. Et le soir, je me suis dit, bon, bah, allez,
je me lance. Et je me suis dit, je vais faire une méditation comme il dit, vraiment. Et puis, il s'est fait que dès la première méditation, j'ai respiré, j'ai fait ça, et puis d'un seul coup, grosse lumière dans la tête, grand flash, grande lumière, hein, première méditation. Et en fait, tu sais, la glande pinéale, hein, Génial. piezoélectrique, hein, Ouais. ça a fait clic, et puis d'un seul coup, paf, la lumière et la flamme qui s'allume, quoi. Enfin, je veux dire, ça y est, elle était fonctionnelle. Et c'était le début. C'était le début. Je me suis dit, oh là, c'était quoi ce truc? Bon, je sais pas. Je me suis endormi. Le lendemain, je me réveille. Mes mains brûlaient, mes pieds brûlaient. J'avais une lanterne au niveau de la tête là, qui me chauffait sur la tête. Je me dis, qu'est-ce qui me brûle comme ça? Il n'y a pas de soleil. Qu'est-ce qui se passe? Je savais pas. Je savais pas trop ce qui se passait. Je pouvais plus utiliser mon téléphone. L'écran, il m'électrocutait les doigts, tu vois. Il était À ce vraiment, je point, ouais. pouvais rien faire. L'antenne qui est derrière, quand elle recherchait les premières fois, je lâchais mon téléphone par terre. Tu vois, quand il y a la recherche des antennes, euh, voilà, eh bien, le signal passait dans ma main et je le sentais et ça m'électrocutait la main. Tous les Wi-Fi, tout ça, dans les salles, tout ça, quand on était enfermé dans des salles de classe, il y a plein de Wi-Fi partout. Tous les ordinateurs émettent du Wi-Fi. Je me sentais mal du jour au lendemain. Je ressentais toutes les ondes, je ressentais tout plein de choses. Et petit à petit, j'ai commencé à ressentir aussi les êtres humains, ce qu'ils vivaient, ce qu'ils ressentaient, tout ça. Je ne savais pas ce qui se passait. Et donc, voilà, il y a eu, ça a vraiment démarré comme ça. Et puis ensuite, j'ai commencé à chercher plus loin, à continuer à méditer. J'ai médité de manière de plus en plus profonde. Et il s'est passé plein d'autres choses dans ma vie ensuite qui ont fait que j'ai vécu des moments de grande trahison de plusieurs personnes qui ont fait que je me suis beaucoup renfermé au moment où j'étais dans cette introspection, alors que mon introspection peut-être aurait dû m'amener à quelque chose de super positif. Mais vu que j'ai vécu des Hmm. moments de grande trahison euh, par des personnes très proches, j'ai, je me suis autodétruit. Je me suis renfermé, j'ai perdu. J'ai dépensé toutes mes économies, je me suis perdu là-dedans. Euh, et puis, voilà, je suis parti un jour, je suis allé en Australie, et c'est là que je voulais j'ai redémarré à zéro un petit peu mon travail personnel, et je me suis dit, non, mais de toute manière, ma voie, c'est pas d'être dans un bureau, je sens que je suis cette personne-là, je dois recommencer à zéro, et je dois me comprendre, je dois chercher qui je suis, etc. Et j'ai suivi un enseignement avec une enseignante, qui est basée en Russie et qui m'a appris tout de la spiritualité. Une personne extrêmement grande, avec un très grand savoir, de très grandes capacités, une grande pureté d'âme, une grande pureté d'esprit, et qui m'a tout enseigné et qui m'a permis de maîtriser tous les outils qui sont présents en moi, surtout de me retrouver moi. Et en l'espace de quelques semaines, j'ai pu maîtriser tout mon système énergétique, maîtriser à la perfection la méditation, maîtriser toutes mes capacités psychiques, et puis j'ai pu créer ma première connexion avec l'univers. Vraiment une Waouh. grande connexion Ouais. profonde qui m'a rappelé qui je suis au niveau de mon âme, au niveau voilà, de ma mission, tout ce que je dois faire. Et c'est à partir de là où, dès que j'ai créé cette première connexion, dès le lendemain, j'ai fait ma première séance gratuite à quelqu'un à distance qui était présent en France. Et c'est là que j'ai compris, ah, je suis capable de le faire. Et là, je me suis lancé dans mon métier. Magnifique. Voilà pour faire très court un petit peu pour Ouais. expliquer mon parcours. Je pourrais vraiment détailler plein de moments, mais on est très limité. Non, c'est super intéressant et je me retrouve un peu dans ton parcours. On se sent pas à sa place et on sait qu'il y a quelque chose d'autre, mais on ne sait pas quoi. Et jusqu'à ce qu'on arrive à un déclic et que ça fait un gros switch dans notre tête et que là, on remet tout en question, qu'ensuite, il y a cette phase d'introspection où on va essayer de chercher à comprendre les choses, etc. Et après, de ce que j'ai entendu, je pense que quand tu étais jeune, tu avais dès le départ, avant même que tu sois conditionné par l'école, par les croyances, etc., tu avais déjà cette intuition, ce but, cette mission de vie que tu avais depuis tout petit, en fait. Et ensuite, Absolument. l'école, le conditionnement, les croyances des parents, de la société, etc., nous enferment, en fait, nous noient, en fait, nos ambitions et notre véritable mission. Et il arrive à un moment donné où, en fait,
on se sent plus à notre place à force de toutes ces années, où au fond, en fait, il y a toujours ce truc qu'on a enterré, mais il veut ressortir à chaque fois. Je pense qu'un jour, ça Ouais, finit par péter. Et quand ça pète, après, ça peut être douloureux au début, mais après, quand on arrive à canaliser ça, à mieux comprendre, on peut justement après arriver à faire de belles choses et à véritablement trouver sa mission de vie. ouais. Euh, il faut savoir aussi, par rapport à ce que tu dis, que si on est écarté de notre chemin, c'est pas à cause des parents, c'est pas à cause du gouvernement, c'est pas à cause de quelqu'un en particulier. C'est quelque chose qui vient s'immiscer chez tous les gens que tu côtoies, une sorte de virus psychique, Hmm. un système qui est là, qui est présent dans la matrice et qui vient dérégler les comportements des gens afin de nous désorienter, afin euh, de nous désaxer de notre cheminement et, par prolongation, de nous empêcher d'entendre notre âme. Mais on va y venir à ça, je pense. On va en parler. Ouais. C'est vraiment un sujet très profond. Hmm. Ouais. Et du coup, en fait, ce que tu dis, c'est que c'est pas les croyances, du coup, c'est quoi? C'est une entité, une espèce d'énergie qui vient nous tester, en fait, c'est ça? Tu verrais ça comme ça? Je pense on va y venir, mais je Ouais, pense il y a pas mal de choses à voir avant. Euh, Je pense qu'il faut qu'on parle d'autre chose. Je pense il faudrait qu'on parle d'abord de l'âme, qu'on parle de toutes ces choses-là, et après on va y venir. Je pense qu'il faut parler, on va rester dans quelque chose de positif, parce que là, si d'accord. tu m'emmènes tout de Ouais, suite dans le monde obscur, on va faire, oh, qu'est-ce qui se passe là? Non, attendons un petit peu, parce que cette facette de notre monde est vraiment pas évidente à entendre, pas évidente à d'accord. étudier. Bah, Ouais. du coup, on va y venir. Est-ce que tu peux me donner une définition de l'âme? Qu'est-ce que c'est l'âme pour toi? Qu'est-ce que ça représente? Euh, vois-tu, quand on définit l'âme, c'est vouloir mentaliser quelque chose qui est hautement vibratoire, qui n'a pas de forme physique. Et c'est pratiquement prétentieux de vouloir définir ce que c'est qu'une âme. Mais j'ai quand même, je dirais, une définition à donner un petit peu euh, pour essayer de vraiment comprendre. Et je dis que c'est, pour définir l'âme, je donne une définition simple, c'est une particule autonome, détachée du divin, le temps de l'expérience d'une vie. Hmm, ok, Particule divine autonome, détachée du divin, le temps de l'expérience d'une vie. C'est-à-dire que voilà, tu as, le divin, toute cette amas d'âme, et puis il y a des âmes qui viennent se détacher de cette divinité et viennent vivre l'expérience d'une vie à travers un corps, à travers une densité. Et durant cette expérience, eh ben, ça permet de recueillir l'expérience et de pouvoir la ramener au divin pour dire, voilà, je rapporte cette expérience pour l'expérience cosmique absolue et de pouvoir faire évoluer ce grand tout. C'est en restant sur quelque chose de super simple. Mais tu vois, l'âme derrière, qu'est-ce qu'on a? On a l'idée que si on n'avait pas d'âme, on serait juste un humanoïde. Et hmm, cette âme, c'est ce qui anime le corps. Et tu vois, en italien, quand tu as le mot anima, anima, ça veut dire âme. Anima, qui anime le corps. Et ouais. sans âme, on ne pourrait pas animer. On serait juste un humanoïde, des robots. Et c'est ça. Là, il y a l'âme qui crée l'impulsion de vie, qui fait que d'un seul coup, tout s'allume, tout fonctionne. Ah, c'est vachement intéressant cette définition. C'est Et vraiment, c'est vraiment la définition que j'ai trouvée, enfin, que j'ai cherché à donner. Je me suis dit, mais comment parler de l'âme, comment, et vraiment cette idée de particule divine, c'est clairement ça, parce qu'elle est ouais, rattachée au divin. Elle est divine, notre âme. On sait qu'on est fait de lumière, et cette énergie de lumière, c'est de l'énergie, et cette énergie de lumière, c'est aussi de l'amour. C'est l'énergie de l'amour. Euh, je l'ai vécu, cette expérience, de se rattacher d'un seul coup divin, le vrai divin, pas des entités, pas des égrégores, pas toutes ces choses-là. Vraiment, la source, la eh ben, source, je ouais. peux t'assurer que quand tu es connecté à cette source, l'énergie est Incommensurablement. incommensurablement puissante et pleine d'amour. Pleine d'amour. C'est vraiment, pouah, c'est que de l'amour, que de l'amour, que de l'amour. Donc en vrai, cette énergie, c'est de l'amour. Et en réalité, tu vois, on est fait de lumière. Hmm,
chaque particule, on est fait de particules élémentaires, et cette particule élémentaire est faite d'énergie. Donc en fait, l'énergie égale amour, et on est fait d'amour, et notre structure est faite d'amour, tu vois. C'est quelque chose de, quand on se rend compte de ça, et que voilà, cette structure est capable de construire une sous-structure qui va reproduire des choses qui vont générer de l'amour en nous, dans cette structure support qui est faite d'amour à la base, d'énergie. Vois-tu? C'est, c'est assez grandiose. Et parmi tout ça, il y a une âme qui vient de se rattacher, une âme divine qui vient se rattacher à cet ensemble et qui crée encore plus d'amour, encore plus de joie, encore plus de bonté de vie, tu vois. Hmm. Mais il y Ouais, a un c'est virus magnifique. derrière. Il y a Mais il un y a le virus virus derrière derrière. qui est. Il y a un virus dans l'ordinateur. Exactement, exactement, dans la matrice. Mais tu vois, je crois beaucoup. Avant, j'étais pas du tout ouvert sur ça, mais ces dernières années, quand je me suis ouvert à la spiritualité, j'ai pris conscience qu'on est en quelque sorte dans une matrix, comme dans le film Matrix ou Avatar. Et je crois qu'en fait, l'être humain, il cherche à travers les films à exprimer en fait une espèce de réalité profonde. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je pense que l'être humain, il sent au fond de lui qu'il y a une Oui, vérité qu'on ne peut pas palper, et du coup, il va la retransmettre, par exemple, dans le film Avatar et Matrix, qui en soi représente un petit peu le fait qu'une âme vient se mettre dans un corps physique pour expérimenter une autre alors, dimension, en fait. ceux qui créent ces films, hein, ils sont au courant de tout ce qui se passe. D'accord. Ils sont au Intéressant. courant, hein. Ils font pas, ils savent, hein. Ouais, ouais. Ils savent, ils connaissent, ils expérimentent, ils pratiquent. Ils sont pas dans le truc, on va tester un truc, on va voir ce que ça donne, c'est rigolo, tout ça. Non, 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 ils savent parfaitement ce qui se passe et ils essayent de transmettre ça de manière, tu vois, dans un cadre un petit peu soit utopique, soit scientifique, soit de science-fiction, toutes ces choses-là. Parce que dès qu'on y met un cas de science-fiction, on peut se dire, ah, on peut tout se permettre. Mais en réalité, dans l'inconscient, on s'y reconnaît. Et s'il y a des films qui fonctionnent très, très bien, c'est parce que au fond de nous, on sent qu'il y a une vérité profonde là-dedans. Et d'un seul coup, les films, ils explosent. Ça fonctionne énormément. Parce que l'être humain s'y retrouve. Il sait que c'est ça la vérité derrière. Oui, c'est ça. Ouais. Et en gros, on montre une vérité sous une fausse vérité, hein, sous une science-fiction, quelque chose de fictif, mais tout le monde s'y retrouve, mais personne ne veut se l'avouer. Parce que si on avouerait la chose telle qu'elle est, si on dirait par exemple à la télé, voilà, vous êtes une âme qui est incarnée sur cette terre, etc., et qu'on parlerait vraiment dans un aspect perché, les gens, en fin de compte, ils n'y croiraient pas, je pense. Ils diraient, c'est quoi ce truc Euh, perché, tout ça. Tandis que quand c'est fait dans eh un film de bien, manière il y a, scientifique, ça passe en fait. Et alors, peut-être que les réalisateurs, justement, excuse-moi, peut-être que les réalisateurs, justement, ils essayent de nous faire comprendre cette vérité, en fait, cette réalité, à travers le spectre de science-fiction, de films, etc. ça va plus loin que ça. À mon avis, c'est que on reste, enfin, l'être humain qui regarde les personnes, les spectateurs, ils ne veulent pas dépasser le plan fictif. Pourquoi? Parce que s'ils comprenaient que c'est la réalité, ils seraient amenés à se dire, oh, donc ça veut dire que j'ai un travail à faire sur moi et que je dois changer. Mais c'est pas possible. Tu vois, c'est pas possible. C'est trop difficile. C'est démarrer, c'est se lancer dans une démarche, c'est se lancer dans du développement personnel, c'est vouloir modifier des choses en soi, c'est dire non à certaines choses auxquelles on est habitué, peut-être même à dire non à des névroses, dire non à des addictions, dire non à des habitudes, que ce soit bonnes ou mauvaises, dire, voilà, changer des choses en soi. Et ça, non, les gens sont assis trop confortablement dans leur zone, dans leur Ouais, espace, ouais. là, et ne veulent pas forcément en sortir. Et c'est vraiment, il y a tout un système derrière, hein. Tu racontes, tu vas entendre, on va en parler. Je te dis le mot système, 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 mais c'est pas le système comme on l'entend. C'est un autre dont je pourrais te donner la définition. C'est vraiment, c'est ce virus-là dont je t'en parle déjà. Est-ce que tu m'entends bien, Dylan? Je t'entends très bien. Ok, super. C'est ce virus qui vient s'intégrer chez les gens dans leur matrice, dans leur algorithme, et qui vient empêcher d'écouter l'appel de leur âme, qui vient créer une sorte de filtre qui empêche d'écouter l'appel de leur âme. C'est un virus qui vient s'intégrer, un virus psychique.
et qui vient vraiment modifier toute la capacité à écouter l'appel de leur âme. Et du coup, on ne fait plus des choix en fonction de son âme, mais on fait des choix en fonction de quelque chose, d'un virus qui s'installe en nous. Et ça, ce système-là, il est présent à l'intérieur de nous, mais aussi autour de nous, et il vient profiter des engrenages, des mécanismes de la matrice pour euh, créer cette pandémie. Cette pandémie. C'est vraiment, on est dans une pandémie mondiale, pour le coup, où 99,99% des êtres humains sont touchés. Mm. Mm. Et ces virus, ils prennent plusieurs formes. Ils prennent plusieurs formes dans la psyché, sur le plan psychique. Euh, je ne sais pas si tu veux en parler tout de suite, mais c'est vraiment euh, c'est ce qui crée toute cette disharmonie dans notre monde. Ouais. C'est ce qui crée, il y a cette disharmonie interne et cette disharmonie externe. Et c'est ça aussi que j'ai cherché à découvrir dans ma vie, tu vois. Si on se rappelle ce que je dis au début, j'ai vraiment tout fait pour comprendre ce qui se passait en nous, autour de nous, et ça a pu me faire réaliser qu'il y avait ce virus qui est le plus dangereux qui soit. Je veux bien qu'on en discute parce que c'est super intéressant et ça me rappelle un livre que j'ai lu il y a quelques années. Je ne sais pas si tu l'as lu, de Napoleon Hill qui s'appelle Plus malin que le diable. Tu l'as Plus pas lu? malin que le diable. Non, je n'ai pas lu, mais déjà le titre me parle. Déjà, le diable et le malin, c'est la même chose. C'est la même chose, ouais. Plus malin que le diable. Ouais, il y a ces deux mots qui veulent dire la même chose. Et en fait, tout le livre, en fait, c'est une conversation avec le diable, avec le malin. Et en fait, le malin, il explique Napoléon Hill que le diable, c'est la deuxième. Bah, si tu veux, dans l'univers, dans la vie, tu as le plus, tu as le moins, tu as, le Dieu, tu as le diable, la lumière, enfin, tu as toutes ces polarités. Et que l'être humain, en fait, il a ces deux polarités et que le diable est en chacun de nous à travers la peur, à travers le. Il y avait quoi la loi Alors, cosmique de l'habitude, la loi ouais, qui, tu vois, c'est hypnotique en fait. On est hypnotisé par nos habitudes, ouais. on est freiné par la peur, etc. Regarde, on va partir de la définition de malin. Malin. Tu vois, il y a tout ce qui est latin, on peut prendre dans toutes les formes. Par exemple, malin, c'est mal in, mal à l'intérieur. In en Hmm, anglais, in, le mal à l'intérieur. Donc en réalité, le mal, il profite de ce qui est présent, de ce qui lui est donné pour venir s'immiscer. Ok? En réalité, tu as dit, il y a Dieu et il y a le diable, et ce sont des opposés. En réalité, le diable, comme tu dis, est sous Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu est au-dessus de tout ça, mais il permet à la dualité de prendre toutes les formes possibles. C'est-à-dire que normalement, la dualité, elle est parfaitement équilibrée. Mais là, il s'est passé quelque chose, un événement qui a fait que la dualité, elle s'est exacerbée dans le mal. Mais à la base, le masculin-féminin, le positif, le négatif, ils sont parfaitement équilibrés. Mais il y a eu un événement dans l'histoire de notre planète, avec les civilisations qu'il y a eu, qui a fait que d'un seul coup, paf, le mal, il s'est exacerbé, il a grandi et a créé un déséquilibre entre le masculin, le féminin, le positif, le négatif, le bien et le mal. Et en fait, le mal est devenu plus important que le bien. Mais en réalité, ce mal qui a comme à la tête le diable, ok, c'est pas l'opposé de Dieu. C'est, d'accord. il est vraiment, c'est Dieu qui accepte que lui vive. Mais le diable, il est vraiment euh, à la merci du grand tout. C'est le grand tout qui accepte que lui fasse son expérience dans cet ensemble. Parce que il est issu du choix de certains êtres qui l'ont créé sur notre planète. Je ne vais pas rentrer là-dedans tout de suite et s'il te plaît, ne me pose pas la question parce que là, on va partir sur un truc qui va être très très long. Mais c'est pas, il n'est pas là naturellement. Dans un état naturel, et ça, je préfère parler de ça, dans un plan théorique, normalement, d'un point de vue théorique, normalement, le bien et le mal sont parfaitement équilibrés et on devrait vivre l'expérience incarnée humaine de manière super positive et avec une vitesse de développement interne extrêmement rapide, très très rapide, en vivant des expériences négatives quand même, Hmm, mais pas aussi exacerbées que celles qu'on connaît
aujourd'hui au niveau de notre humanité. Ok. Vois-tu? Ouais, C'est-à-dire tu veux qu'on peut dire que connaître l'être un peu humain, le bien aujourd'hui. tu veux dire que l'être humain aujourd'hui, il expérimente beaucoup trop les choses négatives, c'est-à-dire la douleur, la souffrance, le conditionnement avec le mental, Le tout mal, ça. tout ce qui... Ouais. Ce qui fait qu'il est Alors, ce déséquilibré. sont des programmes. Ce sont, voilà, ce sont des programmes. Il y a tout un panel de programmes limitants et destructeurs, des vrais logiciels destructeurs, des virus qui viennent s'installer dans la matrice énergétique de l'être humain et dans la psyché, du coup, hein, parce que euh, le système énergétique, l'énergie sert de support à l'information et l'information, c'est la psyché est l'information. Et donc, le système énergétique avec les centres énergétiques sert de support à la psyché. C'est-à-dire qu'en fait, chaque centre énergétique vient enregistrer des programmes constructifs qui nous permettent d'interagir dans cette matrice. Et ces programmes constructifs, ce sont des systèmes psychiques, des fonctionnements, enfin, des mécanismes psychiques qui sont de base préenregistrés en nous pour fonctionner. OK? Et puis, sur ces centres énergétiques viennent s'enregistrer quand on vit des traumatismes, quand on vit plein de choses, des aléas négatifs hein, qui sont exacerbés, comme je le dis. Eh bien, c'est des programmes destructeurs qui viennent s'installer en nous et qui nous enferment dans des conditionnements. Et ces programmes limitants et destructeurs, il y en a une dizaine de principaux, il y en a plein, il y en a plein, 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 plein. Mais les 10 principaux j'explique, ce sont le programme de victimisation, le programme de culpabilité, le programme de rabaissement de soi. Ensuite, tu as la contrariété. Ensuite, qui devient la rancune. La rancune. Tu as le programme de la peur. Tu as le programme euh, d'agressivité, de colère et de méchanceté. Tu as le programme de la paresse, le programme de la jalousie, le programme des attentes. Et à la fin, parmi ces 10 principaux, tu as le programme de déséquilibre masculin-féminin, avec l'idée du bien et du mal. Et tout ça, c'est dans la psyché au niveau des centres énergétiques. Et ce sont des programmes absolument destructeurs qui créent une osmose comportementale destructrice au possible dans la vie de chaque être humain à différents niveaux. Et en fait, quand on rentre dans le développement personnel, c'est sur ça qu'on se concentre. Et là, tu as tous les programmes qui empêchent tous les êtres humains d'évoluer aujourd'hui. Et tout ça, je les ai par définition, je les ai définis. Regarde, je vais te montrer. Hein, tu vois, c'est ça. Les programmes limitants et Waouh. destructeurs. Waouh. Il y a 100 pages où tous les programmes sont écrits là. C'est inédit, ça existe nulle part ailleurs. Et là, tout est défini clairement. Et c'est vraiment, ils sont expliqués sous cette structure matricielle, psycho-énergétique, comment ça fonctionne dans notre psyché et comment ça influe notre système énergétique. Et comme tu le sais que notre univers est fait de particules élémentaires, que ces particules élémentaires sont faites d'énergie et que du coup, bah, il y a plein de densités différentes dans l'univers qui, par exemple, sur notre planète, tu as une densité physique, puis tu as une densité métaphysique, mais c'est aussi une densité. Et dans cette densité métaphysique, tu as un système énergétique. Et en réalité, le plan physique est holographique. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas réel et physique comme on l'entend. C'est aussi une densité métaphysique. Mais c'est un logiciel aussi, on est dans un grand jeu, on est dans une matrice qui est pas physique, qui est vraiment holographique, hein, tout ce grand tout cet ensemble. Mais dans notre système énergétique, on a des programmes constructifs, comme j'expliquais, en l'occurrence le premier centre énergétique, qui viennent nous dire, tac, dans cette structure énergétique qu'est le corps humain, il y a un programme qui vient créer la densité et qui vient faire que cette matrice énergétique de l'être humain prend la forme physique. Est-ce que tu arrives à me suivre? Ouais, je comprends. Et du coup, qui va permettre à l'être humain de vivre l'expérience physique dans la troisième dimension avec la dualité dans la densité sur cette planète, avec une âme et avec un ego et avec plein de fonctionnalités psychiques derrière. Okay. Donc, il y a tout ça qui se passe et euh, ce système dont je t'explique depuis le début, il voit ce qui se passe, il connaît ça, il a conscience de ça. Il y a vraiment une conscience derrière ce système mal qui vient exacerber ce mal.
et Comme qui un vient intégrer. observateur qui est extérieur. Ouais, et ça s'appelle les éveillants. Ok. Ça s'appelle les éveillants. Et du coup, euh, ils viennent s'intégrer, donc ils sont à l'extérieur de nous, mais ils viennent se rattacher à l'intérieur de nous et ils viennent se rattacher à des sortes de petits soldats à l'intérieur de nous. Ça s'appelle les subpersonnalités qui viennent manipuler l'ego. Ces subpersonnalités, elles apparaissent quand on est blessé dans l'enfance. Quand on est blessé, l'ego va créer des subpersonnalités pour se protéger, créer des boucliers. Et ces subpersonnalités vont créer des masques, tu vois, pour se protéger des situations et des personnes qui sont difficiles, qui vont nous blesser, qui vont vouloir continuer. Et du coup, tout de suite, tac, on met des masques. Et en fait, on s'habitue à ça. Et en parallèle, on a des programmes destructeurs qui s'installent en nous, de victimisation, de culpabilité, parce qu'on nous fait culpabiliser, parce qu'on nous rabaisse, parce que ceci, parce que cela. Et dès qu'on nous rabaisse, tac, on va porter un masque. Mais on s'habitue à ça durant toute notre vie. Et puis un jour, en fait, il se passe un phénomène qui fait qu'on n'a plus besoin des autres pour nous rabaisser, pour se culpabiliser, pour se mettre en position de victime. On le On fait se débrouille soi-même. tout seul parce que le programme, il s'est développé en nous. Et il a créé une conscience interne. Toute cette Wow. osmose de programme, il y a une conscience interne destructrice qui vient s'immiscer en nous et grandir en nous. C'est le mal in, le malin. Wow. C'est un truc de fou. Je voyais pas ça du tout de cet angle-là. Enfin, tu me fais vraiment voir les choses d'un autre angle. C'est incroyable. C'est Encore, c'est très, très, très résumé, hein. ouais, j'imagine, hein, parce qu'on pourrait rentrer dans des détails, mais Ouais. En plus, il faut savoir que les programmes, ils ont des spécificités qui font que euh, ils- dans la manière de faire les choses, ils, ils nous détournent de la possibilité de le voir par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est aveugle de le faire. On est oui, complètement aveugle. Et chaque petit programme a sa fonctionnalité pour qu'on ne le remarque pas, qu'on ne le voit pas. Et en plus, donc, chaque petit programme a ça, mais du coup, tous les programmes fonctionnent en osmose en nous et viennent, du coup, comme je te disais tout à l'heure, empêcher d'entendre l'appel de notre âme. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On est, on fait des mauvais choix dans notre vie, et basé ces sur l'ego. l'ego déséquilibré, du coup, Ouais. absolument. On fait des mauvais choix dans notre vie, et ces mauvais choix, quand on s'en rend compte que ce sont des mauvais choix, eh bien, on est déçu, on est frustré. Et cette frustration, c'est une énergie négative qui naît en nous. Et cette énergie négative, d'après toi, qu'est-ce qu'elle vient nourrir? Bah, encore une fois, le négatif. Le Et que ça fait virus qui est en le nous. virus, ouais. Ça fait une boucle, Le un virus, cercle vicieux. voilà, le virus qui est en nous. Et du coup, quand ce virus, il est nourri de cette énergie négative, qu'est-ce qui se passe? Ben, il grandit en nous. Il devient de plus en plus fort. Et du coup, les gens, admettons, je te donne un exemple, les gens qui sont dans la victimisation, qui ont besoin de l'attention des autres pour attirer voilà, cette attention sur soi, eh bien, vu que ce virus il grandit en nous, ça amène les gens à faire des dépressions, des tentatives de suicide, de faire des scarifications, de se blesser, de se rabaisser au possible, voilà, de se faire du mal. Alors que 5 ans, 10 ans auparavant, ils n'en étaient pas rendus à ce point-là. Mais le programme grandit, 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 et il faut montrer, il faut attirer l'attention sur soi, et on va faire des tentatives, des machines. Oh. C'est un exemple de comment Ouais. ce programme fonctionne. Et du coup, ça me fait penser un peu à tu sais, cette notion d'ego spirituel où des fois, en fait, on pense se dire, ouais, je suis éveillé, on peut juger les gens qui font je sais pas, qui mangent de la viande, qui mangent du fast-food, tout ça, en se disant, moi, je n'ai plus d'ego, je suis éveillé, mais en fin de compte, l'ego, il est passé par la porte de. En fait, c'est cette espèce de piège qu'il faut qu'on sorte, en fait. De croire qu'on Absolument. est. De croire que justement, on est libéré de l'ego, de tout ça. Et justement, quand on se dit ça, c'est qu'en fait, on l'est encore, on est dans l'ego. Et c'est un Absolument. espèce de piège, enfin, c'est infernal, quoi. Oui. Retourner vers un ego équilibré, c'est un très, très grand travail. Hmm. C'est un travail personnel que personne ne peut faire à notre place. Ça passe par quoi? Ça passe par la prise de conscience de tous ces programmes qui vivent en nous. Mais pas seulement, oh, j'ai pris conscience, en réalité. C'est la prise de conscience, c'est le premier niveau. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? La prise de conscience, ça ne fait pas tout. On a pris conscience, sauf que la conscience, c'est un outil, c'est un mécanisme externe qui est présent en nous, mais qui est relié à notre psyché
mais qui ne vient pas s'intégrer tout de suite dans notre psyché. C'est-à-dire qu'on peut prendre conscience de quelque chose, mais que ça ne se modifie pas en nous Hmm. automatiquement. Il y a des gens, tu as dû le remarquer, ils savent tout, ils connaissent tout, ils ont appris tout, surtout en spiritualité, mais en réalité, ils ne font pas des choses super grandes. Ok. C'est vrai. Et des Ouais, fois, ils ok, sont pleins ok. d'ego. Voilà, il y a plein d'ego, il y a plein de tout Hmm. ça, et pourtant ils se disent vraiment des personnes extrêmement avancées. Ils se disent même, je suis la main de Dieu et si je le fais, c'est parce que Dieu me dit de le faire. Voilà, vraiment, hein, il y a des gens qui disent comme ça. Et puis, finalement, ils ne sont pas du tout dans l'équilibre, tout simplement parce qu'ils connaissent plein de choses et ils ont juste nourri leur ego, mais ils n'ont pas intégré ça dans la psyché. Et donc, en fait, cette prise de conscience, quand on fait ce travail sur ces programmes limitants destructeurs, pour moi, c'est ça qui est le plus important dans la spiritualité, c'est prendre conscience de ces programmes et puis, par le biais de la méditation ou d'un exercice qui va faire monter en vibration notre corps, donc chaque centre énergétique, ça permet, quand on monte en vibration, d'ouvrir les canaux, d'ouvrir les centres énergétiques. Et quand on monte en vibration, c'est quand on atteint un certain seuil, c'est comme si on ouvrait un cadenas, c'est Hmm. la psyché. C'est-à-dire qu'on ouvre notre psyché. Et notre psyché, quand on est en haute vibration, elle est malléable. On peut la modifier, on peut la bouger. Et c'est à partir de ce moment-là, quand on est en une autre vibration, quand on a compris quelque chose, quand on a pris conscience de quelque chose, qu'on peut venir l'intégrer, cette prise de conscience, dans notre psyché et faire ben, de cette prise de conscience un acquis et que ça y est, ça fait partie de ma vie, ça va faire partie de mes automatismes en conscience. D'ailleurs, si on peut donner une définition de ce que c'est que la spiritualité, qu'est-ce que c'est? La spiritualité, c'est la spiritualité. On entend derrière la spiritualité. La Ah, spiritualité, spiritualité. la dualité de l'esprit, l'esprit. La dualité de l'esprit. L'esprit est composé de l'inconscient et du conscient. Dualité entre le conscient et l'inconscient. Et qu'est-ce que c'est? Le but de tout ça, c'est de prendre les éléments qui sont dans l'inconscient et de les amener vers le conscient, de les conscientiser. Ça, c'est le phénomène de prise de conscience. Et c'est la base de toute avancée en spiritualité, la prise de conscience. Spirit, dualité. Mhm. Un Ouais, exemple c'est génial. de langage des oiseaux. Tout est Ouais. là, tout est là. Le mâle qui s'immisce. Ouais, c'est incroyable. Et du coup, en gros, ce que tu dis, c'est que au plus on monte dans la vibration, dans les fréquences vibratoires, au plus on est moins dans la matière et plus dans l'énergie. Et donc, on peut réussir potentiellement à passer au-delà de nos filtres de l'ego, en fait, qui est dense, c'est ça? Et du coup, Alors, on peut travailler sur cet aspect-là, non? oui, mais encore une fois, je te dis, le système dans lequel on vit là, c'est qu'une illusion de croire qu'on est physique. Et Oui, encore une déjà, fois, ouais. tu l'entends dans la matière. C'est la matière, l'âme un tiers. L'âme, Et les ok. deux autres tiers, c'est le plan physique et énergétique. L'âme un tiers, c'est le plan psychique. L'âme plus l'âme, l'information Incroyable. plus l'énergie crée la densité, la matière. Je le C'est pas note moi parce que qui c'est l'invente, trop hein. intéressant. C'est pas moi qui l'invente, hein, tu vois. Ouais. Tout est écrit là, l'âme un tiers. C'est-à-dire que tu as trois plans, trois tiers. Enfin, un tiers, c'est le plan physique qui est issu des deux autres tiers, psychique et énergétique. L'âme, un tiers, deux autres tiers. Waouh. L'âme un tiers. Ça fait vraiment prises de conscience, là, comme ça. Tu me mets Ouais. des claques depuis tout à Et l'heure. je vais te, tu vois, en réalité, on revient sur cette idée de corps qui, avant d'être physique, en réalité, on est métaphysique, on est composé de plein de couches subtiles. Et en réalité, le corps physique, c'est aussi une couche subtile, métaphysique. Et on a des centres énergétiques, c'est-à-dire que avant d'être un humanoïde, on est vraiment un corps fait de lumière et d'énergie. Ok. Et c'est un corps énergétique, vraiment, 100% énergétique. Et puis, tu as des programmes, pardon. Et puis, tu as des centres énergétiques. C'est-à-dire que ce corps énergétique est composé de plein de centres énergétiques. Ok. Et ces centres énergétiques, ils ont chacun leur fonctionnalité. Comme je t'ai dit, le premier programme, c'est créer l'expérience de la vie physique. C'est-à-dire que quand ce programme constructif vient s'installer sur ce premier centre énergétique qui est situé au niveau du périnée, ça te laisse croire
et comprendre la phrase suivante, c'est je suis un objet animé par une âme, entouré d'objets physiques, inanimés comme maison, voiture, tout ça, et animés que sont les êtres humains et les autres êtres animaux, animés par des âmes. Et donc, ce premier centre énergétique nous fait comprendre ça. Ensuite, tu as un deuxième centre énergétique qui, lui, va plus loin que l'expérience de l'humanoïde. C'est-à-dire que, OK, on revient sur le premier centre énergétique, on se dit, c'est je suis. Je suis, premier centre énergétique, je suis. On monte au deuxième centre énergétique. Là, on a un autre programme qui vient créer l'individualité. C'est-à-dire que là, on a des besoins. Je veux. Je veux. Et ça nous fait vivre l'expérience de je veux, donc j'ai des besoins, donc j'ai une individualité. Je suis une individualité. Et vu qu'on communique inconsciemment par le biais de nos centres énergétiques, c'est-à-dire que les centres énergétiques sont aussi comme des antennes qui permettent de recevoir les informations et d'émettre des informations. C'est-à-dire qu'on communique entre nous inconsciemment par le biais de ces centres énergétiques-là. Il y en a qui le font consciemment, il y en a qui le font inconsciemment. Moi, je le fais consciemment. Je reçois les informations des gens. Je vais te donner un exemple peut-être à la fin. Mais euh, on communique là. Et du coup, vu qu'on comprend l'expérience de l'individualité au niveau du deuxième centre énergétique, ça nous permet de comprendre aussi l'individualité des autres et de nous dire je veux. C'est-à-dire que là, on a le premier centre énergétique, c'est je suis, ensuite on a je veux. On comprend l'individualité des autres. Donc vraiment, on n'est plus dans l'histoire d'un humanoïde, c'est je suis, ok, je suis un être humain et j'ai des besoins. Manger, manger, vivre, c'est tout. Et puis ensuite, tu as un troisième centre énergétique où il y a un programme qui va s'installer qui s'appelle l'ego. Et là, on est dans le je peux. Je suis, je veux, je peux. Ouais. Troisième centre énergétique, au niveau du plexus solaire. Ce programme-là, l'ego, c'est notre personnalité, notre qualité, notre intellect. Et grâce à ça, ça nous permet de nous dire je suis et je peux. Enfin, je suis, je veux et je peux. Ça formule les trois. Et là, en fait, ça crée l'identité de la personne. On n'est plus dans l'idée d'individualité, on est dans l'identité. Je m'appelle comme ça, je m'appelle Xavier, je m'appelle Dylan, je m'appelle tout ça. Et là, vraiment, on est dans l'illusion profonde d'être un être humain Ouais. incarné. Alors qu'à la base, on est juste métaphysique fait de lumière et d'énergie. Et d'énergie est composée de centres énergétiques. Mais tous ces programmes constructifs qui viennent s'installer sur nos centres énergétiques nous donnent l'illusion de la densité et de l'expérience physique pour pouvoir interagir et fournir l'expérience de la vie physique à notre âme, tant qu'elle n'est pas impactée par le virus. Ah. Du coup, si on va chercher des informations dans ces centres, on peut outrepasser le virus, aller au-delà. Ça se fait en parallèle. Ouais. On peut pas dire, moi je m'occupe pas de mes programmes limitants destructeurs et je regarde juste ce qui est positif en moi. En fait, ces programmes limitants destructeurs t'empêchent vraiment de voir qui tu es. Et tu peux voir des choses qui te permettent, enfin, tu peux te permettre de voir qui tu es déjà un petit peu, effectivement, mais tu ne sauras jamais complètement qui tu es tant que tu ne te seras pas débarrassé totalement de tes programmes limitants destructeurs. Hmm. Absolument, ça je peux te l'assurer. Et moi-même, je me fais l'expérience où j'évolue encore et encore. Euh, Aujourd'hui, quand je prends des grandes claques d'évolution, c'est par le biais des retraites que j'organise. Et là, à chaque fois, je découvre encore plus qui je suis. Et j'affine encore plus. Euh, bon, j'ai excessivement bien travaillé sur mes programmes, sur tout ça. Je me suis débarrassé énormément de choses. Il reste des petites poussières, tu vois, mais c'est vraiment, tu vois, je dis pas, je suis parfait, j'ai tout débarrassé. Il reste toujours des petites choses. Même quand tu es déjà dans un passeur, un transmetteur. Hein, et, euh, et là, maintenant, j'en suis rendu au niveau où si je veux vraiment bien évoluer et aller encore plus loin dans qui je suis, me reconnaître, c'est quand je transmets à des groupes. Et là, c'est vraiment pour moi les meilleurs moments, les moments exceptionnels que j'ai. Hmm. Ouais, parce qu'en définitive, quand tu transmets aux autres, tu renforces ton savoir et peut-être que tu vois après les choses différemment, peut-être. J'enrichis, je dirais, ma compréhension de ce que c'est que l'être humain. Hmm. Parce que chaque personne est unique et chaque personne a un parcours atypique, avec une âme, avec des qualités, avec tellement de facteurs.
Rien que le prénom va changer la vibration de l'algorithme de la personne, hein. Un prénom, ça porte une vibration. Enfin, il y a énormément de facteurs qui font que chaque personne est unique. Et donc, pour moi, c'est une grande richesse parce que je ne m'ennuie jamais. Je n'ai jamais deux fois la même chose. Et c'est ça qui fait que j'aime Ouais. ce métier que je fais, qui fait que chaque être humain, pour moi, est une mine d'or pour développer ma compréhension, développer mon ressenti et tout ça. Et je pense que Et ça rend humble aussi de se rendre compte que quand on prend conscience qu'on est vraiment tous différents et c'est pas notre vérité enfin, en fait, il n'y a pas de vérité. Il y a 7 milliards d'individus, il y a 7 milliards de vérités chaque et ça, personne a son parcours. Hmm. Chaque personne a son parcours. Et ça calme un petit peu l'ego aussi. Et c'est vraiment ça l'idée parce que, regarde, euh, on est tellement multifactoriel que le problème aujourd'hui, c'est qu'on nous dit, on nous donne des formations, même en spiritualité. Il y a admettons, je sais pas, on va prendre le Reiki. Ok, c'est pas pour que je, mais bon, le Reiki, admettons. Et on va dire, formez-vous à ça et faites comme ça, uniquement comme ça. Et en réalité, c'est comme si on nous formatait à un modèle encore une fois. Et Ouais. la personne, chaque soigneur, guérisseur, en réalité, a un modèle qui lui est propre, qui est déjà intégré en lui et dont il ne devrait euh, ne se fier qu'à celui-là, à son propre modèle, pour pouvoir aller vers son essence, vers sa nature et faire ressortir toute sa force personnelle afin de l'amener au monde et d'enrichir l'expérience commune et humaine, hein, l'expérience euh, collective. Mais on apporte des schémas, des mécanismes communs. Et du coup, on dit, greffez-vous à ça et ne faites que comme ça. Et ça, c'est une erreur. C'est une Hmm. grande erreur parce que qu'est-ce qui se passe? On oublie de dire, faites naître votre force personnelle, faites ressortir votre ego dans sa plus belle nature. Faites-le grandir, votre ego, dans son équilibre. Faites ressortir toutes les qualités de votre âme. Faites ressortir toutes ces choses-là. Et en fait, on a besoin que de ça. Et moi, mes méthodes, elles sont basées sur ça. C'est-à-dire que je greffe pas un modèle commun à tout le monde. Je dis, on fait un travail là pour que vous fassiez remonter vos plus belles qualités, que vous fassiez ressortir vos capacités, qu'elles soient psychiques, intellectuelles, tout ce que vous voulez, vous êtes unique. Et donc, moi, là, ce qu'on va faire, le travail, c'est de faire remonter tout ça. Et il n'y a pas de modèle commun. Je me fie en fonction de chacun, je fais en fonction de chacun. Je ne donne pas de modèle commun. Il y a des choses qui sont un peu communes, mais qui sont multifactorielles. C'est quand on étudie les programmes limitants et destructeurs, par exemple. Ouais. Il y a l'étude du système énergétique, mais même là, chaque personne est plus placée sur tel ou tel centre. En fonction, bien sûr, on fonctionne sur tous les centres, mais il va y avoir un centre énergétique prépondérant. Par exemple, il y a une personne, elle va être plus sur le plexus solaire, c'est-à-dire qu'elle va plus être dans le pouvoir et comprendre l'exercice du pouvoir pour manager les gens dans ce monde. Il y en a une, elle va être plus être dans le cœur pour pouvoir être plus dans l'empathie et servir peut-être de médecin, mais un médecin, pas le médecin business comme on connaît aujourd'hui, mais vraiment celui qui va chercher à guérir la personne, pour de vrai. Hmm. Euh, et du coup, c'est ça que je cherche à faire. C'est ça qui est impératif. Je ne donne pas de modèle. Donc, voilà, l'expérience, c'est tous les modèles qui sont comme ça. Et qui, du coup, font que quand on se dit, ah, c'est ça que je veux faire, on omet, on oublie de regarder euh, ses plus belles lumières, ses plus belles capacités. Et on va essayer de générer, de créer quelque chose en nous de factice encore, de factice, qui n'est pas encore nous à 100%. Ah, je suis maître Reiki. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu es toi. Tu n'es pas un maître Reiki, je sais pas quoi. Ça, Tu c'est es une toi. étiquette de l'ego, encore une fois. Voilà, tu es Dylan Ouais. avec toutes ses capacités et ton métier qui fait que tu es Dylan et que tu fais ça. Effectivement, il faut dire, bon, je peux faire ceci, cela, machin, truc. Ok. Là, quand tu dis je suis maître Reiki, ah oui, ok, on a une idée de ce que c'est. Mais on est encore dans l'illusion, malheureusement. Hmm.
Et donc, avec les idées de l'ego et de toutes ces choses-là qui font qu'on ne peut pas encore aller jusqu'au bout et qu'il y a encore des petites choses qui, même si c'est super positif qu'on est dans un truc de développement spirituel, on n'est pas encore jusqu'au bout des choses. On ne va pas encore jusqu'au bout des choses. Ouais, en fait, c'est toujours le même piège, c'est d'étiqueter et de mettre dans des cases, en fait. Exactement. Et, Exactement. Et de et en se fait, mettre on chez les reste. gars. Voilà. C'est incroyable parce que on a l'impression que c'est une espèce de labyrinthe où il n'y a pas de sortie, en fait. Où il y a une sortie, mais elle est. C'est impressionnant comment je vois la chose maintenant. Elle est la sortie, elle est quand on a, bon, niveau, conscientiser les programmes limitants destructeurs. Deuxième niveau, on les intègre. Là, on intègre ces prises de conscience dans notre psyché. En parallèle, troisième niveau, mais c'est en parallèle, on redécouvre nos qualités, notre personnalité unique, hein, parce qu'on n'en a pas plusieurs, on en a une, qui est un alliage de caractère euh, et de notre comportement, hein, de notre tempérament. C'est un peu l'alliage du caractère de notre tempérament, nos qualités, notre personnalité et des capacités. Elles peuvent être intellectuelles, elles peuvent être psychiques, elles peuvent être plein de choses. Et ce mélange-là, c'est vraiment retrouver toutes ces qualités au niveau de l'ego pour pouvoir interagir avec tous les autres êtres humains. Et ensuite, tu as d'autres qualités sur d'autres centres énergétiques. Par exemple, les qualités du cœur. On est plus dans l'empathie, l'amour inconditionnel. Au niveau du cinquième centre énergétique, tu as les informations de la vocation qui sont enregistrées sur le cinquième centre énergétique. Vocation interne, vocation externe. Retrouver Hmm. ça aussi, c'est important. Donc, il y a tous ces niveaux-là, et voilà, plus on retourne vers soi, vers son essence, vers sa nature, plus on se retrouve et plus on sait qui on est. Et quand on sait qui on est, qu'on peut répondre à la réponse qui je suis, on sait où on veut aller. Et quand on sait où on veut aller, on sait faire les bons choix. Ça, je pense que en développement personnel, tu l'as déjà entendu, Ouais. savoir qui on est. Mais c'est exactement la même chose en spiritualité profonde. Hmm. Ah, il y a un truc que j'ai développé ces derniers temps, ces derniers mois, enfin surtout cette dernière année, c'est cet aspect de métacognition, la conscience de soi, où maintenant je suis arrivé à un stade, enfin je suis arrivé à un stade. J'ai l'impression en fait que c'est quasiment constant, qu'il y a toujours un observateur qui m'observe en fait, et j'arrive à avoir conscience quasiment tout le temps des programmes qui jouent dans mon esprit. Par exemple, ah tiens là, tu ressens un peu tu vas chercher un besoin de reconnaissance à travers cette personne. Tiens là, tu as dit ça, mais pourquoi tu as dit ça? Ça, c'était ton ego. J'ai l'impression qu'il y a comme un C'est ta conscience. commentateur, comme un Il y a, commentateur qui est à l'extérieur du jeu, tu vois, et qui commente en fait, et qui met une conscience sur mes mécanismes, sur mes virus, etc. Alors c'est j'ai ta encore du conscience. travail, hein, mais c'est vraiment ce truc qui est. C'est ta Donc là, c'est. conscience. La conscience, c'est l'outil de ton âme, en fait. C'est l'outil de ton âme. C'est vraiment, j'appelle ça comme ça, l'outil de ton âme. Hmm. Et après, l'idée, bah, c'est comme tu dis, de continuer le processus de conscientiser ça et d'apprendre à savoir qui on est aussi. Et du coup, là, je pense que j'en suis à cette étape. Parce Bravo à qu'après, tu toi. sais, avant de connaître la spiritualité, j'étais beaucoup dans le développement personnel. Mais tu sais, c'était un développement personnel de work hard, travail dur sur tes projets, écris tes buts, et tu penses qu'à ça, et tu dors que 6 heures par nuit, et que si tu travailles pas 12 heures sur tes projets par jour, enfin, t'es nul, tu vois. C'est vraiment Il y avait ce côté-là du développement personnel que j'ai commencé où j'étais dedans au début, hein. Au début, j'étais vraiment dans cet aspect-là. Et puis après, quand j'ai connu le côté spirituel, j'ai dit, ouh là là, ça colle pas du tout. Et en fait, je pense qu'il faut trouver vraiment un équilibre entre les deux, c'est-à-dire avoir des projets et des ambitions, donc c'est-à-dire satisfaire le besoin de l'ego, mais un ego sain, c'est-à-dire on a des projets, on a des ambitions pour nous et pour l'humanité, pour les autres, et en même temps rester dans la présence et dans la conscience et faire les choses en étant aligné, en fait. Mhm. Tu Mhm. vois ce que je veux dire? Absolument, absolument. Euh, Ça fait partie, malheureusement, de ces programmes dont je te parle depuis le début, qui viennent s'immiscer même donc, dans le développement personnel, bien sûr, mais même en spiritualité. Euh,
ça, c'est du rabaissement de soi. C'est-à-dire qu'en fait, on va créer des attentes envers soi. Hein, je t'ai dit, le programme des attentes, c'est et qui vont être, ils créent un alliage avec le rabaissement de soi. C'est-à-dire qu'on va être dur avec soi-même, on va créer des attentes, on va visualiser, en visualisant, en visualisant quelque chose qui fait partie du futur, on va y accoler des émotions vécues maintenant, ce qui fait que on est déjà heureux de ce qui va se passer, qui existe dans le futur, mais qu'on n'a pas vécu encore. Donc en réalité, on croit qu'on a déjà obtenu la chose parce qu'on se l'est créé d'un point de vue émotionnel et même hormonal. Et vu qu'on ne va pas l'atteindre parce qu'on s'est fixé un objectif trop haut, parce que c'est ce qu'on fait et on le fait inconsciemment, eh bien, quand on ne l'atteint pas, on va se dire qu'on est nul et on va être doublement déçu parce qu'on se dit qu'on est nul, donc on se rabaisse. Mais en plus, euh, vu qu'on a vécu émotionnellement déjà la chose une fois au début parce qu'on a trop visualisé, quand on se rend compte qu'on n'a pas pu l'atteindre, cet objectif, à cause des attentes, on est doublement déçu. Et ça crée beaucoup d'énergie Je vois. frustrante et Ouais. négative en soi, qui vient nourrir les virus. Toujours la même chose. C'est vrai que je me suis reconnu dans ce que tu as dit, dans le fait que je suis assez dur avec moi-même, même dans ma routine, tu vois, dans les choses cadrées ou Il y a un des juste f- milieu à trouver. c'est ça. Il y a un juste milieu et c'est dans la compréhension profonde de ces programmes. Mm. J'aimerais qu'on aborde un aspect un peu plus, enfin le thème, le mot est plus scientifique, c'est l'aspect quantique. Et j'ai vu que tu parles de psychologie quantique. Du coup, ça m'a interpellé parce que je connais un peu les notions de quantique, physique quantique, etc. Et là, tu parles de psychologie quantique et du coup, ça m'a interpellé. Je voudrais savoir un petit peu qu'est-ce que tu entends par ça. On en a un petit peu parlé en soi. On en a un petit peu parlé. Euh, le quantique, dans ma définition des choses, c'est que tout l'univers est fait de particules élémentaires. Okay. On parle du corps, on est fait de cellules, tu zoomes un peu, on voit des molécules, tu zoomes encore un peu, euh, tu vois un atome, tu zoomes encore un peu, la lumière, proton, neutron, toutes ces choses-là. Et puis quand tu vas au bout des choses en zoomant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la particule élémentaire à la base de tout. Tout ce qui est composé dans l'univers, c'est fait de particules élémentaires. L'air, le corps, les planètes, tout est fait de particules élémentaires. Et même à ce niveau-là, il y a plusieurs densités, il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire que tout est fait de particules élémentaires, mais il y a des densités physiques, des densités métaphysiques. Mais en réalité, tout ça, c'est le même bain. On est dans le même bain. On croit qu'on est dans l'air, mais en fait, ça a pratiquement une densité très rapprochée que l'eau, tu vois, mais on est dans l'air. On croit que on est libre, tout ça, mais en fait, on nage dans le même bain. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est juste des programmes qui font croire qu'on est détaché, hein, notre corps est détaché de ce bain, qui font croire qu'on est Hmm. un corps physique et qu'on évolue les uns en fonction des autres, etc., et qu'on doit effectivement bouger, aller à gauche à droite. En fait, on est juste dans un logiciel. Mais à la base de tout, ce sont des particules élémentaires. Et euh, ces particules élémentaires, elles sont faites d'énergie. Et pour lier la psychologie au quantique, donc à la base de tout, on a de l'énergie. Et cette énergie, elle enregistre, emmagasine des informations et elle peut les faire voyager. Et en fait, le quantique, c'est la possibilité que les informations circulent par le biais des particules élémentaires. Donc en fait, on communique entre nous là à voix haute, mais on communique aussi sur le plan quantique. C'est-à-dire qu'il y a des informations qui passent par le biais de l'inconscient. Hmm. Et là, on va se rapprocher du coup de la psychologie. C'est-à-dire que vu qu'on est reliés, on est tous reliés, on fait un en réalité, on est dans l'unité sans le savoir, mais vu qu'on a un ego et tout ça, on est détaché de l'unité, comme j'expliquais, on est dans ce bain quantique. Et la psychologie, c'est quoi? C'est, OK, on a des programmes constructifs qui nous font croire qu'on est un humanoïde, qu'on a une individualité, qu'on a une identité et des différents paramètres de psychique, hein, psychologique, hein, psychique, c'est l'âme, c'est le plan de l'âme. Et
La psychologie quantique, c'est quoi du coup? Eh bien, c'est que les informations psychiques d'une personne, en réalité, circulent partout dans ce bain quantique. Hmm. Et qu'on circule, et que cette information de euh, l'identité d'une personne, de l'individualité, de les informations de l'âme de la personne, toutes ces choses-là, elles sont libres. Elles ne sont pas enfermées en nous. Elles circulent librement. Et on communique entre nous, comme je t'ai dit, par exemple, avec les centres énergétiques, on communique inconsciemment par le biais de ce champ quantique. Et moi, la psychologie quantique, elle m'est pratique parce que quand j'exerce, euh, quand je fais une consultation, j'ai développé des outils qui font que, bah, là, par exemple, à l'instant, là, tu as une belle prise de conscience et ton plexus solaire s'est mis à chauffer, juste là, à l'instant. Vois-tu? Parce que je suis connecté à toi. Et cette prise de conscience fait, fait chauffer ce plexus solaire. Il vient accueillir le plexus solaire une information et vient l'enregistrer au bon endroit. Parce que C'est tu as marrant que tu dis l'habitude. ça parce que là, j'ai une petite douleur au niveau de l'intestin. C'est vrai, hein. Une espèce de petite douleur. Pas de chaleur, mais j'ai. Et tu l'as eu, les petites choses qui viennent s'accumuler, mais ce n'est pas la première fois. Depuis le tout début, il y a eu plusieurs moments comme ça. Mais je ne te l'ai pas fait remarquer. Mais là, vu qu'on en parle, je te le fais remarquer. Et en fait, voilà, quand ça se passe en consultation, je passe par le moi supérieur de chacun. En fait, c'est un centre énergétique qui est situé derrière la tête ici C'est et la qui glande est connecté pinéale. à notre... Bon, pas directement à la glande pinéale. Il passe par la glande épiphyse d'abord et Ouais. vient se relier à la glande pinéale. Mais ce moi supérieur, en fait, c'est un centre énergétique qui nous permet d'être relié à l'image de notre âme et de pouvoir travailler sur tout notre algorithme sans passer par notre ego et tous les pièges qui sont tendus par ces virus, toutes ces choses-là. C'est-à-dire que c'est la manière la plus directe d'avoir un impact le plus puissant sur soi que de travailler par le moi supérieur. Et moi, quand je communique, quand je fais une séance, la première chose que je fais, je demande à la personne si je peux me connecter à elle, relier à elle. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je te dis concrètement le ressenti qui se passe, hein. Vraiment, c'est comme ça que ça se passe. Je me connecte à la personne, je lui demande si je peux me connecter à elle, à son moi supérieur. Et d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe en moi, ça commence au niveau de la tête, ça fait comme un scan, et du coup, tout l'algorithme de la personne vient s'installer en moi. Hmm. Ça commence là. En fait, ça démarre au niveau du moi supérieur, ça remonte un peu, et ça descend. Et ça démarre au niveau du moi supérieur. Et tout l'algorithme de la personne vient s'installer en moi en profondeur. C'est-à-dire que d'un seul coup, je me mets à sentir tous les blocages chez la personne, tous les nœuds, tous les traumatismes sur le plan physique, toutes les douleurs physiques. Je me mets à ressentir tous les déséquilibres énergétiques sur les centres énergétiques. Si un centre énergétique vibre, est déplacé, n'est pas au bon endroit, toutes ces choses-là, tous les paramètres de fonctionnalité énergétique. Et plus loin encore, et c'est ça qui fait vraiment ma spécialité, ma particularité, c'est que j'ai la capacité de ressentir sur le plan psychique. C'est-à-dire que je ne sais plus énergétique, je ressens l'information qui est présente chez la personne. Ça peut être dans plein d'endroits dans le corps, ça peut être dans des fascias, ça peut être dans des glandes, ça peut être dans un organe physique, une jambe, un truc, un machin, dans un pied, quoi que ce soit. Et je ressens sur ces trois plans-là quand je me connecte à la personne. Et du coup, quand je parle avec la personne, on avance, on parle, et puis vu que je ressens déjà tout, je vais vérifier. Et en parlant, je sais où je vais. Et généralement, toutes les questions que je pose, c'est comme si je pointais du doigt ce qui se passe chez la personne. Et très souvent, même la personne, ah, bah effectivement, je ressens là maintenant ce qui se passe en moi et j'avais jamais ressenti ça avant. On me dit. Juste parce que j'ai mis en lumière chez la personne, que je suis connecté à elle, un endroit qui est douloureux, qui ne ressentait pas, qui n'était pas conscient encore. Et euh, quand je pose des questions, que j'avance dans la séance, euh, la personne, elle réagit aux questions parce que je pose pas des questions, je pose des questions Oui. qui font bouger, et la personne réagit. Et c'est des émotions qui viennent se générer à tel ou tel endroit dans le corps.
Les émotions, elles sont d'abord psychiques, ensuite elles sont énergétiques et elles deviennent physiques parce qu'elles sont traduites par le système hormonal et nerveux. Et, et tout ça, je le ressens dans le corps. Comment ça se démarre, comment ça se prolonge et où ça peut bloquer déjà au niveau de l'émotion et où elle se finit cette émotion et de quelle manière. Ça peut être positif, c'est très rare quand on est en séance, mais c'est surtout négatif de manière à mettre en exergue tous ces programmes limitants et destructeurs. Et du coup, quand j'arrive à mettre vraiment en avant, en exergue tous les déséquilibres psychiques, énergétiques et finalement physiques, parce que le physique est issu de l'équilibre psycho-énergétique, hein, qui se passe sur le plan physique, psychosomatique, psycho issu de l'âme, soma, le corps. Donc, ça me permet vraiment de, voilà, tout ce qui se passe en personne, de créer tout un schéma d'ensemble et de dire là où il faut en commencer, euh, qu'est-ce qui est le plus profond, quel programme limitant et destructeur étudier d'abord, de quelle manière, sur quoi se projeter le plus, simplement s'orienter le plus en priorité et vraiment se prendre conscience du traumatisme d'abord, qui a eu lieu dans l'enfance généralement, période prénatale des fois aussi, à plein de moments différents, et surtout comment ce traumatisme a évolué, parce que en fait, ça a créé des schémas de défense qui ont généré des subpersonnalités, qui ont intégré des programmes limitants et destructeurs. Et puis, en fait, ces programmes, ils évoluent tellement qu'ils n'ont plus du tout de lien Ouais. avec le traumatisme initial. Et moi, ce Ah que oui, j'explique, wow. voilà, ce que je vois, C'est une c'est mutation en fait du virus, quoi. C'est absolument, absolument. C'est ça qui est extrêmement compliqué et qui demande vraiment un savoir, enfin, je dirais, qu'on ne trouve pas partout aujourd'hui, qui demande vraiment un très, très gros travail. C'est de non seulement voir le traumatisme initial, de voir euh, ce qu'il en est aujourd'hui d'un point de vue programme et d'expliquer comment ça s'est transformé durant toute la vie. Et c'est ça la psychologie quantique, en ce qui me concerne. C'est-à-dire que je suis connecté à la personne, je peux voir tout ce qui se passe sur le plan des émotions, nerveux et tout ça chez la personne, le plan hormonal, je ressens tout ça. Et donc la psychologie, hein, on parle de psychologie, est quantique parce que ça se fait à distance. Je fais les trois quarts de mes consultations en ligne et je n'ai pas besoin de toucher la personne pour faire tout ça. ouais, Et parce ça que va tout est tout et partout en faire fait remonter tout ça. ouais. Selon la Et oui, physique quantique, tout est partout et à n'importe quel tout est instant relié. et Voilà. ouais. Et je peux t'assurer que je vais te donner des exemples. Comme tu l'as dit, tout de suite, tu as ressenti quelque chose en toi. Euh, Quand je dis, ah, c'est là que vous avez mal, regardez, machin, regardez. Et d'un seul coup, ah oui, mais j'avais jamais remarqué que j'avais mal là, effectivement. Ou bien, je dis, ah, mais là, la rancune, elle s'est placée dans votre épaule. Regardez, là, prenez conscience de la douleur que vous avez dans votre épaule. Lymph node. Ah, mais oui, mais c'est douloureux, en fait. C'est vraiment douloureux. Et en fait, c'était présent, mais elle n'avait pas elle n'avait pas conscience. C'était dans l'inconscient. C'était problématique dans la vie de tous les jours de la personne, sauf qu'elle n'avait pas pris conscience. Et là, j'ai juste fait prendre conscience de la personne et d'un seul coup, ah, effectivement, c'est présent en moi. Puis il y a plein d'autres exemples, comme par exemple, hier encore, j'aime bien, pratiquement à chaque séance, ça m'arrive, j'expliquais à la personne, euh, admettons, elle avait bien travaillé sur sa culpabilité. Et je lui dis, je cherche la culpabilité, je lui dis, admettons, là, vous avez un verre d'eau et puis vous le renversez, et puis ça se renverse à côté de vous, et puis vous dites, ah, mais qu'est-ce que je suis? Tu vois, qu'est-ce que je suis? Et puis et j'en rajoute, et je suis nul, voilà, finalement. Mais la personne s'insulte, finalement. Elle renverse. Bref. Et du coup, je lui dis, qu'est-ce que vous avez là? Imaginez, vous faites ça. Et qu'est-ce que vous vous dites? Elle me fait, tu sais, Xavier, juste avant d'ouvrir mon ordinateur, juste avant de commencer la séance à toi, j'avais un verre d'eau à côté de moi. Et je l'ai renversé. Non. Je l'ai renversé. Et je me suis dit, oh zut. Et j'ai laissé tout ça comme ça. Je ne me suis rien dit. Mais effectivement, avant, je me serais insulté. Donc, elle a bien Énorme. progressé. Tu vois. Et Ouais. à chaque séance, je dis une petite chose comme ça qui vient. Alors que ce truc du verre d'eau, j'avais jamais pris cet exemple avant avec qui que ce soit. J'en ai eu des belles comme ça. Celle-là, elle me revient parce que je l'ai eu hier, tu vois. Mais toutes ces informations, elles viennent et vraiment, la psychologie quantique, on est tous reliés.
Il suffit juste d'être plus conscient des rouages de ces mécanismes pour pouvoir avoir accès à ces informations. C'est juste un travail de conscientisation et d'intégration de la prise de conscience dans sa psyché qui fait que ça fait ressortir des capacités psychiques, intellectuelles, etc., etc. Oh. Et puis en plus, de ce que j'ai appris de la physique quantique, c'est qu'il y a le fait que le passé, présent, futur sont déjà en train de se dérouler, en fait. C'est ça? Toi, tu as cette vision-là aussi? C'est ce qu'on dit après, c'est ce Non, que j'ai entendu dire. Et oui et non. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Le passé, ok, il est déjà marqué. Bon, il est enregistré. Il vient s'enregistrer quelque part. Euh, le présent, c'est important d'y être. C'est important de se concentrer sur le présent. Le futur, il est, il est multiple. Il y a plein de probabilités. Hmm. Et il va se faire en fonction du choix que tu vas prendre maintenant. Il va se faire en fonction de ta présence en étant ici et maintenant. On va prendre l'exemple du voyant. On va dire, mettons, je suis voyant, et puis je te dis, ah, ton avenir est fait de ça, ce sera ça, 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 ça et ça. Dans 20 ans, tu auras ça. Et en réalité, c'est faux et c'est vrai en même temps. Dire que si la personne a vit sans vivre un développement personnel et va vivre en fonction des autres, sans chercher à modifier quoi que ce soit en elle, eh bien, le futur qui va être vu par la personne va être la prolongation naturelle de ce que la personne a Oui. vécu depuis le début. C'est-à-dire que le voyant, il va voir le passé, il va pouvoir définir un futur probable. Et tant que la personne ne modifie rien dans sa capacité de libre arbitre, c'est-à-dire qu'elle va juste vivre son destin, sa destinée sans rien modifier en elle, oui, tout ce le voyant va avoir vu va être vrai. Mais il y a des choses que tu peux avoir le choix de modifier en toi, de retourner vers qui tu es, vers ton essence. Et même de dire, allez, pour une fois, ok, je vais vers ce que je veux, mais je vais faire exprès de choisir quelque chose de négatif. Et tu vois, tu peux jouer avec ça, avec ce libre Ouais. arbitre et ce destin. Et de dire, non, mais le voyant, là, en fait, il m'a dit, mais je vais faire tout l'inverse. Tu vois, mais en fait, ce libre arbitre, euh, quand tu fais le choix de prendre ta destinée en main pleinement, ça change les informations. Et ça change les, les lignes, les trajectoires futures. Ça, tu vois, c'est comme, admettons, je sais pas, là j'ai l'exemple qui me vient, c'était les escaliers dans Harry Potter, les escaliers changent, tu vois. Oui. Ça change de. Et d'un seul coup, tac, tu vas modifier un truc là dans ta vie, et d'un seul coup, ça change. Ah, et là, d'un seul coup, tu sors de chez toi, tu voulais aller à gauche, et puis tu sais pas pourquoi, tu dis non, là je vais aller à droite. Pareil, ça change. C'est des petites choses comme ça qui font que, Ouais, ça fait des grosses modifications dans le futur. voilà, Ouais, l'algorithme se modifie. c'est incroyable. Et ça, tu vois, je le vois quand je regarde, par exemple, mes 6 dernières années, tous les choix que j'ai faits, etc. En fait, on arrive à un point, on arrive à connecter tous les points, de se dire, ce truc-là, ce choix-là, il m'a amené à là, 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 il m'a amené à ça. Mais imagine que j'aurais juste changé ce choix, et bah, ça veut dire que peut-être potentiellement tout le reste, en fait, ça aurait été complètement différent. Et quand je prends conscience de ça, je trouve ça dingue et en même temps, j'ai l'impression que tout est connecté, en fait, c'est fluide. Ouais, Une espèce de fluidité dans la chose. ouais, effectivement. Et des fois, tu as l'impression qu'un choix, il est négatif, que c'est un mauvais choix, que pendant la première année ou le premier mois, tu te dis, ah, mais mince, si j'avais fait autrement, ça ne serait pas bien passé. Et d'un seul coup, tu ne sais pas pourquoi, en fait, tu te dis, ah, mais en fait, c'est à cause de ce choix négatif qui m'est Ouais. arrivé ce truc hyper positif, tu vois. Bah, tu vois, pour te donner un exemple, euh, c'est un peu intime, mais le pire événement de ma vie, c'est-à-dire le suicide de mon père, que j'ai connu à 18 ans, que j'ai vécu à 18 ans, a été le déclencheur de la personne que je suis devenu aujourd'hui. À partir de cet événement-là, j'ai pu connecter tout ce qui m'est arrivé par la suite, et je me dis que si cet événement-là serait pas arrivé, j'aurais potentiellement pas été la personne que je suis aujourd'hui. Et du coup, je vois pas cet événement comme quelque chose de négatif. Alors, bien évidemment, c'est douloureux, je le souhaite à personne, mais c'est arrivé. Et est-ce que je souhaite que cet événement se passe, enfin, si on me poserait la question, est-ce que tu souhaites aujourd'hui que mon père soit vivant? Je dirais, ne touche pas à mon passé, il est parfait comme il est. Mhm.
j'ai pas envie parce que si cet événement se serait passé autrement, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais pas du tout été ouvert à la spiritualité, je sais pas du tout ce que je ferais en fait. Donc en fait, un événement peut pas être négatif ou positif tant que on n'a pas la suite de l'histoire en fait. Et c'est vraiment la grosse prise de conscience que j'ai dans ma vie maintenant, c'est d'essayer d'être vraiment détaché des étiquettes qu'on peut mettre sur les événements qui nous arrivent, sur les difficultés, etc. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Et en fait, ce que tu as fait, j'imagine, du coup, c'est vraiment de créer, d'en faire une force, tout simplement, de Ouais. cet événement. Ouais. D'en faire une force. C'est ce qui est bon de faire, je dirais, pour ne pas s'apitoyer sur son sort, pour ne pas s'apitoyer sur ne pas créer plus d'événements encore qui vont te ramener à ça tout le temps et te morfondre et, euh, et en faire ta force réellement. En fait. Bravo à toi. Tout à fait. Bravo Ouais. à toi. Je pense que c'est vraiment pas donné à tout le monde. C'est Ouais. vraiment- Parce que j'aurais pu tout à fait me dire, enfin, après cet événement, j'aurais très bien pu tomber, je sais pas, dans la drogue, dans la violence, finir en prison et de me dire, bah ouais, mais c'est normal, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive d'autre après ce que j'ai vécu? Mhm, Tu vois, mhm. c'est une question, en fait, tout est une question de perception et je ne saurais pas te dire pourquoi, enfin, qu'est-ce qui en moi a fait que j'ai utilisé ça comme tremplin. Je sais pas, en fait, des fois, qu'est-ce qui fait qu'on utilise quelque chose comme tremplin et il y a d'autres personnes qui vont se laisser abattre. Je pense qu'il y a quelque chose en nous, je ne saurais pas l'expliquer. Ce sont les programmes limitants destructeurs, tout Ouais, simplement. C'est ce virus-là. encore la même chose. Vraiment. Là, c'est la culpabilité, en fait. La culpabilité qui va te sentir coupable, qui va faire que tu vas te morfondre et qui va générer des névroses. C'est ce programme-là. C'est vraiment un programme qui a ces fonctionnalités-là de pouvoir t'emmener dans des aléas destructeurs. Hmm. Typiquement, vraiment, si tu en prends conscience, si un jour tu as la possibilité de les lire, de les étudier, tu comprendras que c'est vraiment ça, ce qui se passe. Ouais. D'ailleurs, j'ai une question que je voulais te poser, parce qu'on est dans la psychologie, dans les émotions, tout ça. Comment les émotions, elles peuvent influencer nos, nos pensées, notre esprit, notre corps aussi, parce que tout est lié, et par conséquent nos choix. Alors, je pense que je comprends la question, mais à mon avis, il y aurait une petite rectification à faire. C'est plutôt comment les pensées impactent nos émotions. D'accord, ouais. Ok, il y a des émotions qui vont générer des pensées, mais je pense C'est une plutôt que c'est boucle. des pensées qui génèrent des émotions. Ouais, c'est une boucle. Mais à la base d'une émotion, c'est une pensée. C'est Hmm. une pensée, ou bien effectivement, tu peux avoir des, 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 euh, des situations qui vont générer des émotions en toi et qui vont générer des pensées, effectivement. Euh, mais ces émotions, en fait, qui vont se générer en toi, parce qu'en fait, c'est ça qui t'intéresse là, c'est vraiment comment une émotion naît. C'est ça, en fait, la question, comment une émotion naît. On sait que les émotions, elles traversent différents niveaux. Elles sont vécues hormonalement, sur le plan hormonal, elles sont issues d'une impulsion nerveuse, ok. Et on nous dit que ça crée un petit cocktail hormonal qui va monter au cerveau et qui va nous faire agir de telle ou telle manière. Ok, ça, c'est ce que la science nous dit. Mais avant ça, avant qu'il y ait ce ressenti euh, émotionnel, hormonal, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que d'où est-ce que ça vient, en fonction de Hmm. quoi on réagit, Ok. parce que nos émotions, elles vont être, ça peut être super positif, comme ça peut être de la défense. Hein, ok, ça va être vraiment dans la défense. Des fois, on va même réagir avec beaucoup de colère, beaucoup de contrariété, d'agressivité, toutes ces choses-là. Et avant, du coup, que ce soit une impulsion nerveuse et qui va se finir en hormones, euh, par le biais du système hormonal, endocrinien, euh, on a un système énergétique, comme je te disais, avant que ce soit physique. C'est là que c'est intéressant, tu vois. Hmm. De dire qu'avant que ce soit physique,
d'apports psychiques et énergétiques. Si tu as apprécié cette interview, sache qu'il y a la deuxième partie qui t'attend. Mets un petit pouce bleu en bas de la vidéo et abonne-toi à la chaîne, cela permet de récompenser mon travail et de faire grandir la communauté des circadiens. Merci à toi!